Ce soir dans Code 24, cap sur Chamonix où se trouve un train unique au monde, le Petit Train Rouge. Il relie la vallée à la mer de glace, un glacier alpin qui fascine les voyageurs depuis le XVIe siècle avec un sommet culminant à 2140 mètres. À l'origine, c'est à dos de mulet ou en chaise à porteur que ces kilomètres de sentiers de montagne étaient parcourus. À la fin du 19e siècle, l'idée d'un train fait son chemin. Nous sommes en plein avènement du chemin de fer. Les travaux sont lancés en 1906. 3 ans plus tard, la ligne est inaugurée. Un train à vapeur relie désormais Chamonix à la mer de glace. C'est le début du tourisme en montagne. Aujourd'hui, c'est une ligne de chemin de fer à crémaillère, un système mécanique qui permet de grimper les 1000 mètres de dénivelé en une vingtaine de minutes. Chargée d'histoire, elle transporte encore plus de 4000 voyageurs par jour. Du Montanvert, c'est le petit train rouge qui monte dans la montagne à Chamonix-Mont-Blanc. La grotte, ça permet d'aller voir l'intérieur du glacier. On se trouve dans le glacier. Il n'y a pas d'autre moyen d'aller dans un glacier, tomber dans une crevasse. C'est moins bien. Dès le 19e siècle, Chamonix attire les touristes. À l'origine, il montait à la mer de glace à dos de mulet. Puis vint le petit train, 100 ans d'histoire, dont Philippe est la mémoire. Je suis arrivé à 4 ans à Chamonix, où mon père a pris la direction des trains crémaillères. Je descendais tous les jours voir cet atelier et tous les anciens qui bossaient sur les trains. En France, les lignes de chemin de fer à crémaillère sont rares. Ici, chaque rame est entretenue comme un trésor. On les bichonne tous les jours, ces trains sont nettoyés. On regarde la mécanique, toutes les pièces sont démontées, graissées et ensuite remis à son emplacement. Je roule aussi, je suis conducteur, mais je suis plus souvent à l'atelier au tournage, fraisage de toutes les pièces qu'on réalise pour les trains. Tous les matins, les machines sont préparées pour grimper les 1000 mètres de dénivelé du parcours et pour acheminer les 4000 voyageurs quotidiens. La gare de Chamonix pour la 42. Ce train à crémaillère est unique au monde. Son châssis a été entièrement conçu dans la région. Il a été, pour ainsi dire, construit sur mesure. Là, on part pour le Montanvert et notre vitesse maximale est de 20 km/h. Grâce à son système de roues crantées, la crémaillère hisse le train le long d'une pente à 22% sur plus de 5 km. Ce train a 110 ans. De 1908 à 1954, le train fonctionnerait grâce aux machines à vapeur. Et en 1954, l'électrification du train où arrivent les premières machines. On est connu dans le monde entier et chaque année, les gens reviennent le voir avec leurs petits-enfants, leur expliquer à l'époque qu'eux l'ont pris quand il y avait la vapeur. C'est le patrimoine de la vallée. Dans le train qui arrive au sommet du Montanvert, le guide et glaciologue Luc Moreau. C'est un habitué de la mer de glace qu'il observe depuis des années comme une matière vivante. Ce glacier, c'est la mer de glace, le plus grand glacier français. C'est un vrai glacier laboratoire où il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce glacier, qui mesurent la variation de volume, de longueur, la fonte en été, l'épaisseur de neige qui tombe en hiver. La mer de glace a toujours fasciné les chercheurs. On dit même que ce sont les Anglais qui l'ont nommé ainsi au XVIIIe siècle, en s'imaginant un lac gelé. Les scientifiques ont été les premiers à vouloir grimper les sommets pour avoir des points de vue, faire de la topographie, mesurer, faire des cartes et à embaucher les gens du pays qui sont devenus les guides des scientifiques aussi, enfin des naturalistes on les appelait à l'époque, des curieux quoi.
En contrebas, des grottes permettent de pénétrer sous le glacier et de remonter le temps. Comme nos glaciers aujourd'hui dans les Alpes diminuent, les grottes disparaissent. Pourtant, c'est un lieu, c'est un patrimoine très intéressant parce que on peut y voir la glace pure du glacier. C'est de la glace qui a 200 ans. Ça veut dire que dans les petites bulles d'air que l'on voit dans les strates ici, il y a de l'air qui a 2 siècles. De l'air que peut-être a respiré Jacques Balmat, la première ascension du Mont Blanc, le 8 août 1786. Cette mémoire est littéralement en train de fondre sous l'effet du réchauffement climatique. Mais pour le glaciologue, rien de nouveau sous le soleil. Ce glacier aujourd'hui est en train de diminuer en volume, comme quasiment tous les glaciers du monde, surtout depuis 25 ans parce qu'on a des étés chauds. Dans les années 60, le glacier diminuait parce qu'on avait moins de neige en hiver. Et aujourd'hui, on reprend l'état du Moyen-Âge. Donc au Moyen-Âge, il était comme aujourd'hui, c'était complètement naturel. Aujourd'hui, c'est moins complètement naturel. Ces glaciers, de toute façon, c'est quasiment impossible à préserver. C'est un patrimoine qui évolue en fonction des variations du climat et donc forcément de la neige qui tombe en haut. Et là, pour faire tomber un peu plus de neige l'hiver, là, il n'y a plus qu'à prier, quoi. Comment lutter contre le sentiment d'exclusion que ressentent les jeunes de certains quartiers des villes de France? Comment faire partager les valeurs et l'idée de solidarité qui sont censées être au cœur de la République? À Toulouse et à Bordeaux, des associations locales travaillent à renouer le lien entre jeunesse et République à travers la pratique du sport et notamment du rugby. Le rugby comme facteur d'intégration et de confiance en soi, c'est un sujet signé Christopher Bockman, Perrine Mislang. Ces jeunes d'une douzaine d'années sont en classe, mais la leçon du jour n'est ni l'histoire ni les maths, c'est le rugby, ou pour être plus précis, les valeurs de ce sport. Ces élèves sont sortis du système scolaire traditionnel et ont été placés dans un centre spécialisé pour enfants en difficulté. Souvent issus de foyers brisés, sans repères, ils s'expriment par la violence et la colère. Sans une surveillance étroite, leur avenir est sans issue, parfois tourné vers la délinquance. Le rugby peut leur donner une structure et des valeurs. Quand on plaque, si on aide son adversaire à se relever, c'est fair play. Il y a à la fois la recherche de la performance, mais aussi le fair play, le jeu avec l'autre, le jeu contre l'autre et un sport de contact. Le rugby, justement, apprend à aller au contact physique sans qu'il y ait de la violence. Les poignets d'abord. Allez. Après la théorie, la réalité du terrain. Mais ce n'est pas si facile d'apprendre à ses enfants à jouer un sport rude et combatif sans dépasser les limites. Travailleurs sociaux et entraîneurs pensent que le rugby apporte davantage d'effets psychologiques que le football et envoie plus de signaux positifs. Le foot est souvent associé à l'argent facile, aux stars, à des comportements égoïstes, à la frime devant les fans et au non-respect de l'arbitre. Le rugby est considéré, lui, plus comme un jeu d'équipe, moins obsédé par l'argent, avec plus de discipline et le respect de l'autorité. Il y a la confrontation qui fait que les jeunes, c'est bien, c'est que les jeunes sont obligés de se réguler, se maîtriser pour pas faire mal à l'autre. Comme en plus vous le voyez là, ils n'ont pas tous le même âge, ils n'ont pas tous le même gabarit. Et forcément, il faut que les plus grands fassent attention aux plus petits si on veut que ça fonctionne. L'idée, c'est pas justement de lui faire mal, c'est de lui permettre de plaquer correctement, l'amener au sol sans lui faire mal. C'est un processus à long terme et le personnel reconnaît qu'il faut être patient. Ici, on tente une expérience différente dans l'un des quartiers les plus pauvres de Toulouse. Ces jeunes filles vivent pour la plupart dans des barres d'immeubles, dans des quartiers de mauvaise réputation comme le Mirail ou Bagatelle. Des territoires où le taux de chômage des jeunes est très élevé, avec tous les problèmes que cela engendre. Une association appelée Rebond se sert du rugby pour offrir à ces filles plus de confiance en elles et ainsi surpasser leur complexe d'infériorité, surtout face aux garçons. Nous, on travaille beaucoup sur la valorisation, sur la prise de confiance en soi et sur l'émancipation, qu'ils aient l'impression que c'est possible, à la fois de jouer au rugby, mais à la fois de réussir dans la vie, à la fois de continuer des études, c'est vraiment que ce soit possible. Jouer au rugby sur un terrain entouré de tours, dans un quartier où ce sport n'est pas très plébiscité, peut sembler étrange. Mais tout ceci a du sens, selon les décideurs politiques locaux. C'est un facteur essentiel dans l'intégration et la confiance en soi.
Donc vous voyez, quand on est dans le sport, on est dans un cercle vertueux de transmission, d'éducation et de valorisation. Alors que ces filles ont terminé leur séance de tacle, leur estime de soi semble avoir progressé. Les garçons, ils nous disent qu'on est faible, mais on peut ensemble, nous les filles ensemble, on peut réussir. Moi, quand je joue au rugby avec les garçons, ça me plaît pas trop parce que après il y a que les garçons qui jouent et ils font la passe qu'entre eux, mais après quand c'est le rugby avec les filles, ben, c'est mieux. Personne ici ne se fait d'illusions. Les activités sportives ne résoudront pas à elles seules ces difficultés dans ces quartiers. Mais c'est une étape. Le couloir aérien au-dessus du terrain est un rappel constant que le plus grand employeur de la ville, Airbus, peut construire des avions pour la moitié du monde, mais les avantages économiques n'ont pas rejailli sur ces quartiers. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et très bonne soirée. Bonne soirée.